Aujourd'hui, place à Red Riding Hood, soit le chaperon rouge en français. C'est ça, exactement. Enchanté Steve. Merci. Et Grey Wolf. Un plaisir. Alors j'allais dire soit le loup gris, mais Justement, non, c'est pas Grey G-R-E-Y, c'est Grey G-R-A-Y, plutôt en référence à Dorian Gray. j'ai le plaisir de vous interviewer aujourd'hui pour que vous me parliez de votre façon de pratiquer le BDSM. Et puis ça m'a fait plaisir, en particulier quand j'ai fait votre connaissance, je me suis dit, il faut que je les interviewe, parce qu'en plus il y a un univers, un esthétisme qui se voit déjà à l'écran. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, je m'appelle Red Riding Hood. J'appartiens donc à Monsieur Grey Wolf qui est juste à mes côtés. Donc j'ai une vie maritale et j'ai également une vie de déesse sur le côté, tout simplement. À savoir que mon époux est bien au courant de la situation. Et donc, moi-même, Grey Wolf, je suis effectivement moi aussi marié. Et donc, mon épouse est également tout à fait au courant de ma relation déesse avec Red Riding Hood. Et de toute façon, il me semble que pour ce genre de choses, un consentement éclairé de toutes les personnes pouvant être concernées est très important. Donc là-dessus, on est clair. On va l'évoquer un peu plus tard, notamment quand on va évoquer la façon dont vous êtes rencontrés, les conditions de votre rencontre. Est-ce que vous voulez donner une précision sur votre orientation sexuelle ? Oui, tous les deux, moi je suis hétérosexuelle. Après, comme tout le monde, à un moment, je me suis effectivement questionnée sur mon orientation de manière assez jeune. J'ai expérimenté l'homosexualité, mais c'est pas que ça m'a déplu, c'est que émotionnellement, ça ne m'a pas attirée. J'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu de retour en particulier, ça m'a pas... C'était pas plaisant du tout ? Non, c'est pas que c'était pas plaisant du tout, mais physiquement, j'ai passé un très bon moment, j'en garde un très bon souvenir avec mes partenaires, mais émotionnellement, j'ai pas eu d'attache et d'expérience également. Je préfère la présence d'un homme, d'autant plus dans une relation DS. Et pour ma part, durant l'adolescence, j'ai eu effectivement une phase de questionnement, de curiosité. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune homme un peu plus âgé que moi à l'époque, qui a su écouter cette curiosité. On a testé, j'ai rencontré mes limites et ça m'a permis aussi de réaliser qu'il n'y a que les corps féminins qui ont mon attrait, en tout cas mon désir. Alors maintenant, on va parler de votre parcours, d'abord individuellement, et puis ensuite, vous allez nous raconter comment vous êtes rencontrés, forcément, on a envie de savoir. Qui commence ? Bon, alors, ma découverte du milieu BDSM, c'est toujours assez délicat à exprimer pour moi, puisque je vais pas dire que c'était quasi naturel, mais j'ai toujours aimé la soumission physique, mais dans le cadre sexuel uniquement. Je tiens à le préciser, c'est vrai, pas soumission tous les jours, ça n'a rien à voir. C'est uniquement dans un cadre sexuel. J'ai toujours aimé avoir la présence d'un homme dominant. Uniquement sexuel ou émotionnellement aussi ? Parce que je pense que quand tu précises que c'est pas soumise de tous les jours, c'est que tu n'es pas soumise à proprement parler, au sens premier du terme. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Non, c'était... oui, c'est vraiment uniquement dans le cadre sexuel. J'avais besoin de la présence d'un homme, mais qui est plus... Je ne vais pas dire quasiment animal, mais... Voilà, qui est plus physiquement présent, qui est là et qui aime bien posséder sa partenaire. Qui s'impose. Voilà, c'est ça, exactement, voilà, qui s'impose, mais tout en étant bienveillant, bien évidemment, je pense qu'une personne qui s'impose sans respecter son partenaire, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, on va préciser tout de suite que je ne fais pas, je n'enregistre pas de témoignages de personnes qui ne font pas ça dans un cadre consensuel, voilà. Sécurisé, etc., etc. Je le répète à chaque vidéo, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais c'est quand même important parce que je fais aussi des vidéos qui ne s'adressent pas forcément à la communauté BDSM. Mon objectif, il est un peu éducatif, voilà. Donc ça s'adresse à tout le monde. Ouais. Donc, important à repréciser. Voilà. Tout ce que vous faites est évidemment consenti. Voilà, effectivement. Alors tu me dis qu'effectivement, c'était, quand on a préparé, tu m'as dit que ça t'avait pris jeune, j'ai envie de dire. Oui, ça m'a pris très très jeune, tout simplement, parce que j'ai
commencé à m'attacher à mes barreaux de mon lit juste uniquement par plaisir. Et j'ai commencé ça quasiment quand j'étais à l'adolescence, enfin au collège, mais je comprenais, que j'aimais ça, hein. Je peux même aller plus loin. Enfin, je fais toujours la comparaison qui est très très rigolote, mais quand on joue aux cow-boys et aux indiens, je faisais exprès de jouer le cow-boy pour être attaché au totem, parce que physiquement cela m'apportait du plaisir. Et le fait d'être attrapée, le fait d'être capturée, d'être prisonnière était quelque chose qui sexuellement déjà m'attirait énormément, et je n'y prenais pas un plaisir ludique. Je voyais clairement derrière qu'il y avait un plaisir sexuel qui était en train de naître et qui était fort présent. Vous savez, je découvre par la suite que j'ai une hypersexualité relativement jeune. Donc je vais apprendre à la maîtriser un tant soit peu pour éviter tout simplement les erreurs. Je remarque aussi, et je le découvre, que j'aime cet univers qu'on appelle l'univers BDSM au fur et à mesure. Alors au début je ne savais pas que ça s'appelait BDSM, pour moi c'était juste sadomasochisme. Après j'ai vu que c'était une énorme sphère, et étant très jeune, je n'ai pas osé aller voir des adultes pour en parler, tout simplement parce qu'au début j'avais honte, je n'osais pas trop en parler, et puis je voulais aussi garantir ma propre sécurité. Ça fait 2 fois que tu dis que tu avais le besoin de garantir ta sécurité. Qu'est-ce que tu entends par là? J'étais mineure. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui te fait peur? C'est Tout simplement puisque... la prédation? La prédation, bien évidemment, j'en avais conscience. Si je vais voir quelqu'un quand vous avez 12 ans, 13 ans, disant que vous avez une hypersexualité et que vous êtes particulièrement intéressé par le sadomasochisme, c'est d'une dangerosité sans nom, et ça j'en avais particulièrement conscience. Donc je ne me voyais pas aller voir, d'autant plus avec l'émergence des réseaux sociaux que j'ai vu apparaître, et il était hors de question que je me mette en danger. Donc de ce fait, je me suis renseignée via des lectures, tout simplement, donc des univers ou des livres. Donc ça a été le Monde de Gore de John Norman, beaucoup cinématographique avec Senso 45, Le Portier de Nuit. Il y a eu également La Secrétaire, par exemple, que j'aime beaucoup. J'ai été bercée avec le magazine Métal Hurlant, que j'adore, qui a façonné tout mon univers avec cette représentation de la surféminité, mais également la masculinisation. Il n'y a pas que les femmes il n'y a pas que le corps de la femme, on dit oh, c'est surféminin, c'est sursexualisé. Non, l'homme est tout aussi sursexualisé dans Métal Hurlant. Donc effectivement, ça a façonné mon univers, et j'ai cherché tous les univers qui étaient en rapport ou de près ou de loin avec le fétichisme et cette relation de domination-soumission entre hommes et femmes, mais à caractère sexuel, bien évidemment. D'accord. Il y a aussi un autre film que j'avais beaucoup aimé, c'était la série des Elsa, maîtresse du goulag, ou la Louve des SS. Enfin, c'était toute une série, la Nazisploitation à l'époque, on appelait ça. Donc c'est vrai que je leur dois beaucoup pour ça. Et tu m'expliquais qu'il y avait une envie de s'offrir, oui. Et pas qu'à moitié. Voilà, effectivement. C'est pour ça que même le terme de soumission, je ne sais pas s'il me convient, puisque j'aime aller au-delà, c'est tout simplement de la dévotion. À côté de ces envies de relations DS, domination-soumission, tu me dis que tu avais pas mal de fétichisme. Oui. Et un goût pour les cuissardes que tu as évoqué à peine j'étais rentré dans l'appartement. Il me semble qu'une paire de loups-boutins n'est pas loin, qui n'était pas dans l'appartement il n'y a pas si longtemps. On a chacun ses vices. Pourquoi appeler ça un vice? Non, c'est vrai. Oui, il y en a, c'est le sucre, le sel, le fromage. Moi, c'est les cuissardes. Je pense que ma recherche esthétique, mais au-delà de ça, mes goûts pour le cinéma, ou même simplement les artistes de manière générale, comme Olivier Ledroit, qui représente beaucoup de figures féminines avec différentes bottes, différentes chaussures, n'a pas aidé. n'a pas aidé à me calmer sur mon fétichisme. Tu m'as parlé d'une anecdote où tu regardais un film d'horreur avec ton ami. Oui, effectivement. Oui, c'est... Ton ami IE. Oui, c'était une scène où une fille était capturée ou était prisonnière par le méchant, le bad guy, le vilain. Et mon ami était « Oh, c'est terrifiant, qu'est-ce qu'il va lui faire ?» Alors que moi, dans ma tête, j'étais en mode
elle a une de ses chances. C'est terrifiant de dire ça, parce que, bien évidemment, c'est là où je voyais que j'étais très différente. Il t'arrive souvent, quand tu commences ta découverte après la majorité du BDSM, qu'on te dise « si tu ne fais pas ça, tu es une mauvaise soumise ». Oui, ce terme qui commence, qui est très agaçant en disant oui, c'est les règles de la soumise, mais quand vous découvrez le monde du BDSM, en fait, il n'y a pas de Bible du BDSM, et c'est ce qui est d'ailleurs merveilleux à ce sujet, puisque chacun a sa propre vision, et c'est pas qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, c'est que chacun l'adapte à sa relation et comment il veut la vivre. Une autre chose que tu m'as dit que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu me dis que tu as eu l'impression d'avoir croisé beaucoup de personnes qui ne se préoccupaient pas vraiment de ce dont tu avais envie finalement. Oui, c'est relativement vrai, puisque, encore une fois, ils avaient leur vision du BDSM qui était très charnelle, et ils attendaient une femme, du moins une soumise docile, qui s'offrait sexuellement ou qui faisait du service et qui se taisait. Or, moi, j'avais plus besoin d'un échange aussi intellectuel, j'avais besoin d'être stimulée, on va dire, plus que physiquement. Tu m'as dit « je ne suis pas juste un cul tendu, même si j'aime ça ». Voilà, exactement, je suis un cul avec des neurones. Je ne sais pas encore comment le dire, mais cette image me fait rire. Tu rencontres ton aimé, je l'appelle comme ça, Oui, tu rencontres ton aimé il y a exactement. 11 ans dans un cadre complètement romantique, sous-entendu pas BDSM. Ah oui, mon Dieu, ça n'a absolument rien à voir. Et pour la petite anecdote, tu as 21 ans dans un train alors qu'il dessine. C'est ça, j'ai toujours un grand amour pour les artistes. On va préciser après que Grey Wolf est artiste lui-même. C'est ça, voilà. J'ai toujours eu un grand amour pour les artistes, de tous bords qu'ils soient. Et effectivement, je prenais le train et j'ai décidé de ne pas m'asseoir à ma place, parce que j'ai vu tout simplement un bel homme qui était en train de dessiner une créature fabuleuse. C'était une faune, si je me souviens bien. Et je me suis dit, quitte à passer 1 heure de trajet, autant que ce soit en appréciant une œuvre qui était en cours de création. Et de fil en aiguille. En bonne compagnie. En bonne compagnie. Le fait est que la compagnie va durer, Oui. puisque vous allez construire, donc, c'est ton Voilà. compagnon toujours aujourd'hui, 11 ans C'est ça, après. exactement. Et une chose que j'ai trouvée très importante, c'est que tu as l'honnêteté de lui dire tout de suite qui tu es du point de vue de ta sexualité et de ton attirance pour le BDSM. Oui, voilà. Tout simplement j'estime que c'est du respect pour son partenaire que d'être clair dès le départ sur ses pratiques sexuelles, afin de ne pas le choquer ou de le déstabiliser. Et je n'en ai pas honte, tout simplement. Et je voulais savoir aussi si cela lui plaisait, et je ne voulais pas le forcer. Alors attention, je prends tout autant de plaisir dans des relations vanille, parce qu'on qualifie de vanille, mais je prends plus de plaisir dans des relations DS, voilà, physiquement parlant. Après, c'est pour ça que je lui en ai parlé, il n'a pas été choqué pour le moindre monde. Après, la relation DS ne l'intéressait pas. Mais surtout, ce que je note dans cette démarche-là, c'est que tu as osé lui dire, et tu as osé lui dire tout de suite, ce qui n'est pas fréquent. Et ce que je constate assez souvent, c'est que dans les relations DS, c'est pas toujours assumé, ou alors on a peur d'être rejeté par la personne pour laquelle on peut avoir un crush au début et des sentiments encore plus par la suite. Sauf que c'est pas bon parce que à long terme, c'est pas viable. Oui. On n'est pas satisfait. Ça peut casser un couple alors que ça n'en était pas un au début. Tant qu'il ne s'est pas passé grand-chose quelque part, on ne perd pas grand-chose. En revanche, quand ça fait des années et que potentiellement il y a des enfants, on fait beaucoup plus de mal. Voilà. D'où l'importance de l'avoir dit tout de suite. Et ça, je devrais le noter parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils n'avaient pas osé de le dire tout de suite. On va passer à ton compagnon DS, si j'ose dire. On peut dire ça comme ça. On peut parler de compagnon parce qu'avant même de toute façon qu'il y ait l'aspect hiérarchique, dominant, soumise, c'est d'abord un partenariat entre deux personnes, une forme de contrat qui soit écrit ou moral. En l'occurrence, dans notre cas, on n'a rien écrit, ça a été à travers énormément de discussions, de mise au point, de calibration. Vous n'avez pas senti le besoin de rédiger un contrat ou de faire signer un contrat? Non, honnêtement. Okay.
Alors, est-ce que tu peux raconter à ton tour ton parcours? Alors, moi, mon parcours n'est pas aussi riche et fleuri que celui de mon chaperon rouge. C'est-à-dire que moi et mon épouse, nous sommes ouverts au libertinage il y a peut-être 3 ans. Avant cela, on était vraiment en couple exclusif. Et de rencontre libertine en rencontre libertine, j'ai eu le loisir et le plaisir de rencontrer une jeune femme qui voulait lancer une relation, tester quelque chose qui serait de l'ordre du DDLG, donc le Daddy Dom Little Girl. Une chose avant qui peut expliquer le fait que tu te sois tourné vers le libertinage, c'est que tu rencontres ton épouse, tu es très jeune, Alors, et elle oui. encore plus. On s'est rencontrés effectivement très tôt, c'est-à-dire que j'étais à peine majeur, elle ne l'était pas, donc ne l'était pas, mais Tu m'as dit tu avais 17 ans, elle en avait 14. oui. Ah oui, c'est Autant vrai. dire, La toute première rencontre, effectivement, oui, mais elle n'a pas duré très très longtemps. On s'est remis ensemble ensuite. Alors, en fait, j'en avais. C'est les amourettes d'adolescents et de jeunes adultes, quoi. C'est un petit peu tumultueux. Mais c'est vrai que ça a commencé à devenir solide. Elle allait avoir 15 ans et moi, je venais d'en avoir 18, quoi. Et en dépit de quelques tempêtes et orages qu'on a traversés, tout au long de notre relation, c'est une relation qui est très ancienne. Là, ici, aujourd'hui, j'ai 38 ans, ça va faire 20 ans que notre relation est construite. Ça fait quelques années, ça fait 9 ans qu'on est mariés. Et donc oui, je n'ai eu que très peu de partenaires au sens charnel et physique du terme, au sens amoureux encore moins. Ce qui peut être une explication du fait que vous soyez tourné vers le libertinage. Exactement. Parce que j'ai toujours eu une curiosité, au moins une curiosité sensuelle. Plusieurs fois, j'ai failli me détourner de ce côté exclusif et trahir mon épouse. À chaque fois, c'est passé pas loin et on a fini par se poser la question, après tout, pourquoi pas faire vraiment une démarcation entre l'aspect charnel, physique, et par contre l'aspect sentimental, l'amour que je ressens pour elle et qu'elle ressent pour moi, qui lui, par contre, est beaucoup plus solide et qu'on souhaite immuable. Le fait est que le manque d'expérience ou l'absence d'expérience préalable se faisait ressentir, quoi, quelque part. Exactement. D'accord. Si je puis me permettre en fait d'ajouter, si cela a bien fonctionné, et heureusement, c'est parce que nos deux couples sont libertins, mais pas polyamoureux. C'est là la grande différence. C'est la raison pour laquelle votre couple DS ne met pas en danger ni d'un côté ni de l'autre les deux couples amoureux que vous formez chacun avec votre compagne et compagnon. C'est ça. Exactement. Voilà. Et donc tu me parlais d'une rencontre DDLG. Oui, or ça avait attisé ma curiosité, forcément. Après tout, pourquoi pas? C'est un milieu, un univers sexuel et érotique que je ne connais pas. DDLG, tu peux préciser? Donc DDLG, c'est une pratique qui se traduit par Daddy Dom Little Girl. C'est-à-dire que ça va être une relation qui peut aller de l'ordre du mentorat, voire même à l'infantilisation extrême de la soumise. Et moi, sur le coup, j'étais un peu perturbé. Et je me dis, la seule personne de mes contacts qui puisse éventuellement me renseigner sur l'univers du BDSM, ça serait peut-être bien cette jeune dame. Donc, je la contacte. Elle, un peu surprise, on est en contact 2 fois l'an et tu viens me poser des questions mais qui sortent de l'espace. Mais effectivement, elle a pu me renseigner sur le sujet et moi, ça me perturbait un petit peu. Et donc, elle m'a recommandé, pourquoi ne pas essayer quelque chose du style du maître vampire qui vient créer une vampire toute fraîche, on va dire, et l'initier à son univers, ses rôles, ses codes. Et là, forcément, ça m'a permis d'approcher ça sous une forme de mentorat qui permet effectivement de mettre en place une dominance et un contrôle sur sa partenaire. Vraiment, c'est un lien qui est effectivement dans le spectre DS, donc domination-soumission. Qui a tout à fait convenu d'ailleurs à cette partenaire de l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai posé la question à celle qui devint bien plus tard mon chaperon rouge, je l'imaginais même d'ailleurs dans le spectre de la domination au niveau du BDSM.
D'accord. Je la fantasmais un peu, déjà à l'époque. D'accord. Ok. Donc il y avait déjà quelque chose qui te titillait chez elle. J'avoue que je n'étais pas du tout insensible et à ces domaines culturels, avec la fantasy, la dark fantasy, la science-fiction et l'esthétique dont elle entourait. Son univers, quoi, Voilà. d'une façon générale. Alors dans ce rôle vampire infante, on sent bien déjà le roleplay qu'on voit bien à l'écran depuis tout à l'heure. Vous avez un goût prononcé pour ça tous les deux. Et à la suite de... Elle dure combien de temps cette relation avec le... Alors c'est une relation Avec ce qui a été d'abord à distance, histoire de mettre un petit peu en place les rôles, les fonctions l'un par rapport à l'autre. Puis ça a été lors de la deuxième rencontre vraiment à but érotique où ça a pris fin car ma partenaire a pris un peu peur. Elle a mentionné pour la première fois pour moi les mots de subspace et elle avait l'impression d'être partie trop loin et d'avoir perdu tout contrôle sur son état d'esprit et sur son corps et donc que j'aurais pu en faire ce que je voulais. Et ça lui a fait peur. Et ça lui a fait peur, effectivement. Et moi je me suis aussi inquiété, est-ce que ça fait de moi un monstre? Est-ce que j'étais trop loin? Est-ce que je suis resté un peu sans réponse, avec beaucoup d'inquiétude pour elle et une remise en question pour moi. Et ces questions ont fait que je me suis naturellement tourné à nouveau vers mon chaperon rouge, qui ne l'était toujours pas à l'époque, en lui demandant conseil. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mal? Finalement, alors je ne sais pas à quel point le couple de l'un connaissait le couple de l'autre, mais suite à cette relation vampire-infante avec ton ex-partenaire, vous avez des relations de couple à couple. Alors je ne parle pas de relations sexuelles, peu importe, mais vous finissez par, parce que vous êtes rôlistes tous les quatre. On est rôliste, on est aussi grand amateur de festivals médiéval fantastique, voire même de conventions geek, etc. Et effectivement, suite à une journée où il faisait une chaleur de monstre, alors qu'on était tous en costume, l'idée est sortie d'aller faire un saut dans un sauna spa libertin, histoire de se rafraîchir, histoire de se poser. Et Quand tu dis ça comme ça, on aurait plutôt l'impression que vous aviez envie de vous échauffer. Alors là, en l'occurrence, on était tellement claqués que non, on voulait profiter pour moins cher qu'une privatisation de spa. On voulait profiter pour moins cher de l'aspect reposant du jacuzzi, etc. Voilà. Sachant que c'est des lieux que mon épouse et moi avions déjà expérimentés auparavant, c'était des lieux auxquels tu étais habitué aussi, ainsi que ton compagnon d'ailleurs. Donc on est vraiment parti là-bas pour profiter des structures de relaxation. Vraiment pas pour consommer ou s'amuser au niveau sexuel, on était je pense trop claqués pour ça. Et on n'avait pas spécifiquement l'intention d'ailleurs de se mélanger entre couples, on y allait vraiment à deux couples amis. Et il va découler de ce moment particulier une rencontre, en tout cas des discussions qui vont finalement amener à votre réelle rencontre, j'ai envie de dire. Alors, à votre rapprochement, si je puis dire. Exactement, parce que c'est vrai que elle ne voulait pas qu'on parte sans qu'on jette au moins un œil aux structures à l'étage, qui changeaient grandement en fait d'un autre établissement que je connaissais. Et après avoir visité un petit peu les lieux... l'espace réellement libertin du voilà, lieu. l'espace, on va dire, ludique, et pas seulement détente qui lui est au rez-de-chaussée. Il y a eu ce petit moment, ce petit flottement où on était là à quatre, sans prononcer un mot, un ange passe, et je me suis dit, est-ce qu'il y a une attente de proposition ou non? Puis au final on est redescendu et on est reparti, au moins délassé par le jacuzzi et le bon moment passé. Et ça m'a travaillé, j'ai fini par me dire, si je ne pose pas la question, j'aurai jamais la réponse. À partir de là, j'ai quand même effectivement posé cette question. Est-ce qu'il y avait une attente de proposition, une ouverture, ou est-ce que j'ai encore raté un signal? Parce que je suis très mauvais pour interpréter les signaux.
C'est un truc de mec, ça. Hein. Moi, je vois rien non plus. Ah oui, non, ça peut te rassurer. Là-dessus, alors j'ai l'impression qu'on est très nombreux à être handicapés du radar. Alors, handicapé du radar, et quand j'ai envie de me rassurer, je me dis, mais c'est parce que c'est jamais assez clair. Voilà, aussi. Et donc, on vient finalement à une rencontre. Alors, raconte-moi ça, ou racontez-moi ça tous les deux. Alors, ce qui était assez particulier, c'est que mes connaissances du BDSM étaient quand même assez limitées. Pas spécialement stéréotypées, je pars du principe où si je ne connais pas un univers, je ne vais pas baser sur ce que je crois en savoir ou ce qu'on m'en a raconté. C'est-à-dire que je sais que j'ai tout un livre, toute une encyclopédie à découvrir, et au fil de nos discussions, elle m'avait expliqué que oui, elle avait pu expérimenter plusieurs éléments du spectre du BDSM. Et donc, on est parti sur une optique où on va déjà voir si au niveau érotique, on peut se convenir, se correspondre l'un à l'autre. Et si elle se sent, vu qu'elle recherchait un dominant, si elle se sent capable d'avoir cette confiance en moi pour assumer le rôle de soumise, mais en même temps de tutrice, parce que j'ai tout à apprendre. Je ne vais pas partir sur des a priori, et elle a une expérience. Donc ce côté, cette double casquette à la fois de soumise et de tutrice, allait peut-être être problématique. Honnêtement, je ne pense pas avoir de problème d'ego en mode non, il est hors de question qu'une soumise prenne l'ascendant sur certains sujets. Non, j'ai un univers à découvrir. S'il faut que tu me tiennes la main par moment pour me montrer, allons-y. Et toi, peut-être ton point de vue justement sur cette approche? Oui, effectivement, c'est vrai que quand on s'est retrouvé dans la configuration suivante, c'est-à-dire qu'il était dominant et moi soumise, mais que du coup je me suis retrouvée avec la casquette de tutrice, je me suis posé la question de ma légitimité en fait. Et est-ce qu'une soumise, entre guillemets, grossièrement, peut former un dominant? À un moment, je me suis dit, est-ce que j'étais suffisamment légitime? Est-ce que j'avais l'expérience? C'est très amusant ce que tu racontes là, parce que j'ai fait l'interview d'Axel de Sade, qui a fondé l'école des Arts Sadiens à Paris, et qui m'explique qu'elle voit beaucoup de femmes dominantes qui ne se sentent pas légitimes. Et tu es en train de m'expliquer que ce n'est pas spécifique aux dominantes. Ah. Il y a cette posture qui est quand même assez typiquement féminine, en tout cas majoritairement féminine, de se demander si on est légitime à quelque chose. Et en particulier dans le cas de DS, quoi. Voilà. BDSM. Et c'est juste que là, ironiquement, donc effectivement, je suis en position de servante, Kajira même, puisque c'est notre univers DS. Et en même temps, je me suis retrouvée à le former sur certaines pratiques. Attention, que sur certaines pratiques, ou même sur certaines postures, ou sur l'univers, les codes, si tant est il y en est, bien évidemment, parce que tout le monde a ses propres codes. Comme il a dit, on n'a pas fait de contrat, par exemple. Nous, le contrat est inexistant, ça n'existe pas. Il est implicite. Et c'est vrai que c'est délicat, parce qu'il y en a, ils disaient non, c'est au dominant à former son soumis ou sa soume. Mais là, c'était l'inverse. Du coup, il y a... Et j'ai eu peur parce que je voulais pas non plus faire de bêtises, mais j'ai lu énormément, j'ai parlé aussi énormément avec des dominantes, des dominants, des soumises, des soumis, et j'ai aussi fait des pratiques. Après, il y a des pratiques que je n'ai jamais pu faire, tout simplement parce qu'elles demandent tout simplement d'être aguerries, comme le fire play ou le knife play, le whip play. Ça, je ne demande pas à être formée, mais j'étais curieuse de les ressentir. Et ça, c'est grâce à lui. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, moi, j'aurais tendance à ne pas forcément le voir comme ça. Ou en tout cas, j'aurais une autre interprétation de ce qui s'est passé entre vous, dans le sens où c'est pas forcément du tutorat, c'est de la communication. Ah oui, littéralement. Oui, non, mais rien ne s'est passé sans communiquer. De toute façon, parce que de toute façon, dans n'importe quel type de couple qu'on puisse former, si on ne communique pas, on n'apprend pas l'univers de l'autre. Peu importe quel peut être l'univers, ça ressemble bien à ça quand même. Oui, effectivement, donc, lors de nos séances, donc purement DS, il y avait une aisance naturelle dans son comportement, dans ses positionnements, dans l'intonation de sa voix. Enfin, je n'arrive pas à l'expliquer, mais là où on voit certains vont à la limite surjouer ce qui en est limite ridicule, en fait, qui vont surjouer l'aspect dominant, lui pas. C'était naturel.
Et je l'ai rassuré dans le sens où ça en faisait pas un monstre pour autant, loin de là, bien au contraire. Le fait même qu'il se questionnait était quelque chose qui me rassure en fait, c'en est même beau en fait, puisque tout simplement il cherchait à garantir mon intégrité physique et mentale, et je le rassurais en disant non, ça va, et ce que tu fais est normal, c'est dans le cadre d'une relation déesse, ça n'outrepasse pas ce qu'on a évoqué ensemble en communiquant. Et en fait, ça m'a surprise de voir à quel point il pouvait évoluer vite. Faut-il préciser que ça t'a plu ? Sinon, ça... oui, c'est pour ça que ça continue et que j'espère que ça va continuer aussi longtemps que possible. Après, ça fait combien de temps ? Ça va faire 1 an, quasiment. Sachant que moi, je parle d'errance en tant que soumise, parce que je n'ai pas voulu tester plusieurs maîtres, en fait. C'était pas mon intérêt. Si je m'offre à quelqu'un, c'est là où je voyais ma dévotion, c'est qu'elle sera unique. J'aime pas en parler, ça me met toujours un peu mal à l'aise, mais si jamais notre relation venait à se terminer, c'est pas pour que je recommence avec quelqu'un, puisque ma dévotion n'aurait plus de sens. Ma dévotion, elle est unique et elle sera que pour lui. Elle n'est pas pour, j'ai pas changé de maître. J'ai eu une relation d'aise avec tel maître, même s'il a duré 8 ans. C'est pas de la consommation de maître. Non, voilà, c'est pas de la consommation de maître, ou même à l'inverse, ça peut être de la consommation de soumise. Il y a des dominants, ils vont vouloir avoir qu'une seule soumise dans leur vie. Moi, je n'aurai qu'un dominant. En tout cas, c'est ton ressenti aujourd'hui, sachant que la vie est longue. Effectivement. Vous serez peut-être ensemble dans 20 ans, et puis peut-être dans 2 ans, peut-être pas. Il y a des couples, ça se voit comme ça. C'est pas ce que je te souhaite, c'est pas ce que je vous souhaite tous les deux, évidemment. Mais c'est vrai qu'on peut pas dire... Enfin, c'est ma façon à moi de verser dans la sagesse. C'est compliqué de dire avant la fin comment ça se passera. C'est ça. Et tu le disais, il y a pas mal de monde qui vous inspire, médiéval fantastique. On le voit là, encore une fois, à l'écran, mais pas uniquement. Tu me disais qu'un certain nombre de livres, d'œuvres littéraires ont inspiré votre relation. John Norman, les chroniques de Gore. C'est ça. Tu disais Kajira, c'est un terme bien spécifique. Je renverrai les gens au podcast que j'ai réalisé sur le sujet. Et vous êtes quand même, tu disais toi notamment, artiste, et ça a un impact important sur l'esthétique de votre relation. Alors ça a un impact et tout est assez entremêlé, c'est-à-dire que de par nos loisirs dans le jeu de rôle, dans le médiéval fantastique, etc., on a déjà l'avantage d'avoir des éléments de costume qui sont assez variés. De la même manière, avec les métiers de la scène, avec le spectacle vivant, j'ai aussi des éléments de costume qui peuvent être adaptés à des pratiques un peu plus fétiches et kinky, et inversement. Certains univers de Dark Fantasy, notamment avec Olivier Ledroit, qui est un illustrateur et un BDiste absolument extraordinaire. Que j'ai redécouvert avec toi en arrivant, parce que tu m'as dit Olivier Ledroit, puis moi ça me disait rien, puis après tu me dis Froideval, et je me dis mais oui, les chroniques de la Lune Noire que j'ai commencé à lire, mais il y a 25 ans, il n'y avait encore que 4 tomes, il y en a au final je crois 17 ou 18 ou 19, il y en a eu un certain nombre, je les ai suivis année après année, et effectivement il a un dessin magnifique, et je ne savais pas, je vais m'empresser en rentrant d'essayer de le contacter, je ne savais pas qu'il avait un univers fétichiste, qu'il avait fait des dessins de ce genre-là, je l'ai découvert avec les livres que tu m'as montrés, qui sont magnifiques. Donc oui, effectivement, donc, c'est ce que je vous présentais donc, dans les univers esthétiques qui, moi, m'ont impacté et que j'ai fait également découvrir à mon propriétaire. Ça a été notamment l'illustrateur et BDiste Olivier Ledroit. Alors, vous l'avez connu avec les Chroniques de la Lune Noire, moi je l'ai connu avec Requiem Chevalier Vampire. J'avais au-delà du scénario, de l'univers qui était présenté, moi j'aimais énormément, et qui se rejoignait aussi avec une autre BD qui s'appelle 666 de Froideval et Tacito, donc c'est comme ça qu'ils sont... Que je connais, je l'ai lu. Voilà, exactement. J'aimais énormément le style de dessin d'Olivier Ledroit qui est très fourni, très 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 chargé, et je me suis énormément renseignée sur ses œuvres.
Tant et si bien que dès qu'il sort un artbook, je suis la première à aller le récupérer. Et effectivement, il y a notamment donc, son artbook Belle de nuit, où bon bah là ça m'a pas aidé parce qu'il y a plein de enfin il y a énormément de dessins de très jolies femmes avec des cuissards, de différents types de chaussures. Quand tu dis que ça t'a pas aidé, tu es évidemment ironique. Voilà, effectivement. J'ai eu 2 syndromes de Stendhal dans ma vie, hein, je le dis, qui tous les 2 sont en rapport avec le fétichisme. Donc ça a été Olivier Ledroit, ses œuvres, et Clive Barker, avec Hellraiser. En fait, visuellement, ça m'a impacté. Ces créatures sont fabuleuses. Et ça m'a hypnotisée, et le lien à chaque fois, c'est qu'il y avait ce fétichisme, la relation BDSM esthétique, et l'esthétisme BDSM, et j'ai jamais pu m'en décrocher. C'est une des choses qui m'a beaucoup incité à venir vous interviewer, parce qu'effectivement, cet esthétisme riche vient enrichir votre relation. On sent bien que c'est pas anodin chez vous, cette envie, cette appétence pour cette esthétique particulière. On parvient systématiquement à créer de nouveaux scénarios, de nouvelles ambiances. On a des idées de personnages et de relationnels entre eux qui vont avoir assez régulièrement, malgré tout, des points communs. C'est-à-dire que en séance, de manière quasiment systématique, un personnage qui sera incarné donc par mon chaperon rouge ne sera pas tout de suite offert, il sera à conquérir. À conquérir de différentes manières, par la subjugation, par la manipulation mentale, par le conflit physique direct. Beaucoup de choses sont faisables systématiquement, qui sont très ludiques et stimulantes d'un point de vue érotique, qui sont aussi l'occasion de mettre en pratique du wax play, de l'humiliation, du whip play, énormément d'accessoires aussi qui peuvent être utilisés pour de la contrainte physique, pour de la contrainte plus mentale, on va dire. Beaucoup de choses sont faisables. En tout cas, ça vous a clairement, ça enrichit votre univers. Alors, je ne peux pas faire autrement que de rebondir. Je t'ai vu sourire à l'évocation de la contrainte physique. Ah, oui. Sans que ça, c'est un côté qui te plaît. Énormément. Non, je m'en cache pas. Alors, on approche de la fin de cette interview, comme je le fais pour tous les invités, toutes les personnes que j'interviewe. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais mettre en avant, un thème, une passion, un métier? Alors, en termes de passion et de métier, ça a été évoqué justement plusieurs fois, c'est au niveau des arts du spectacle vivant. Donc, il faut savoir que depuis plus de 13 ans, je suis passionné, fasciné par ça, et je pratique donc les arts de la jonglerie, du crochet et du feu fakir. Et ça va faire un peu moins longtemps quand même que je me suis professionnalisé vraiment. Donc c'est devenu mon métier à temps plein. Donc Firewall, phare du feu. J'ai un Facebook, etc. Et je fais essentiellement pour l'instant des prestations qui sont tout public, familiales. Et notamment grâce à une petite plaquette de communication qui a été créée avec beaucoup de brio par cette jeune dame. Il y a une subdivision, Ifrit's Dream, qui est plus spécialisé pour du show sexy, pour du show kinky, donc uniquement du spectacle, pas de travail du sexe. Et pourquoi pas la possibilité aussi d'assurer des workshops pour la pratique notamment du fireplay, donc quels produits utiliser, comment, la sécurité, etc. Donc comment former les gens au fireplay, comment former les gens au whipplay également. C'est important, j'ai entendu récemment parler, il y a eu un accident récemment à Nantes, dans un club où un fireplay s'est très mal passé, avec une soumise attachée qui a été brûlée très gravement. Oh. Donc oui, il y a besoin de se former, on ne fait pas du fireplay avec n'importe quoi. On ne répétera jamais assez, toute pratique masochiste, enfin BDSM de manière générale, ne le tentez pas seul, allez voir, allez en parler à des professionnels ou à des artistes dont c'est littéralement le métier. Il n'y a rien de pire et de traumatisant qu'un accident dans un cadre BDSM. C'est surtout sur des pratiques, toutes les pratiques restent dangereuses. Le whipplay,
Le fouet, même s'il y en a de différents types, que ce soit des snake whip, des bull whip, un fouet, ça reste une arme. Allez pas vous amuser à aller acheter un petit fouet, d'ailleurs en plus de mauvaise qualité, donc parfois c'est les pires, mais ou même un véritable fouet et à dire je vais te fouetter. Non, ne faites surtout pas ça. Allez voir des personnes dont ils sont spécialisés ou qui ont suffisamment l'expérience et apprenez à le maîtriser. Donc, comme je le disais, on est à la fin de cette interview. Je voulais vous remercier. C'est nous plutôt que vous Nous te remercions. remercions aussi, infiniment. Oui. Ça fait toujours très plaisir à entendre. Donc, je voulais vous remercier en particulier de m'avoir reçu chez toi. Parce que c'est toujours une difficulté pour moi de trouver un endroit calme où on puisse l'enregistrer l'interview. Donc, merci encore une fois. Avec plaisir. Tu es toujours le bienvenu.